Salut les petits garagistes, aujourd'hui on va essayer une petite suédoise qui a copié la Civic, si je ne m'abuse. Non je déconne, je vais me faire allumer. Bon. Salut les petits garagistes, aujourd'hui on va essayer une Volvo 480 Turbo. Donc je sais pas si c'est vert ou si c'est bleu, d'après le code couleur c'est marqué green. À vous de décider dans les commentaires, on se retrouve après le générique. Aujourd'hui, Nicolas, le président du club dédié à ce modèle si atypique de chez Volvo, nous prête une belle 480 Turbo pour la journée. Et force est d'avouer qu'à regarder, elle n'a rien à voir avec ses sœurs de la même marque. Loin du stéréotype de la grosse brique suédoise, imputrescible et indestructible surtout, car oui, c'est connu que la seule chose aussi indestructible qu'une brique Volvo, c'est Superman ou un Nokia 3310 en fait. Bref, jugez vous-même le reste de la gamme par rapport à cette magnifique 480 qui fait office de vilain petit canard, ou plutôt de joli petit canard. Elle joue plus la folie que la raison dans ce répertoire, tout du moins en apparence. Commençons par le latéral, et force est d'admettre que c'est réussi comme tout le reste. La serrure dans le montant, les jantes à 5 bâtons, les élégantes protections latérales, ton caisse et les ailes élargies à l'embouti, ou même la custode qui fuit sur le haillon surligné par la ceinture, assez haute d'ailleurs. Rien à jeter, que du bon. Pour la face avant, c'est là qu'on perd toute trace de Volvo par contre. Sans déconner, regardez-moi cette gueule. Phare pop-up, bouclier proéminent, longue portée, lave-phare, capot bombé et plongeant sur une calandre bien fermée. On pourrait continuer cette enquête vachement longtemps pour essayer de retrouver une trace de Volvo sur cette face avant. Mais au final, il n'y en a pas des traces justement. Enfin, il n'y en a pas, je suis pas si sûr, car si vous regardez bien, une petite calandre se planque sous le bouclier avec le logo Volvo justement qui la traverse de part en part. Voilà où s'est caché Volvo tout ce temps-là. Je dois avouer qu'une fois les phares ouverts, le design est un poil grossier cela dit. Sans tomber dans la diatribe, une fois tous les feux allumés, ça fait réellement beaucoup d'optique, ce qui la transforme un petit peu en sapin de Noël. Perso j'adore parce que ça fait hyper kitsch, mais j'admets que ça pourra en gêner quand même quelques-uns. Et pour finir, le meilleur pour la fin, c'est la croupe. Putain, j'en suis hyper fan. Sans rire, je l'ai regardé sur la position 3 quarts arrière pendant des heures tellement je la trouve réussie de ce prisme. Et il n'y a guère que la sortie d'échappement qui fuit discrètement vers la gauche qui aurait mérité plus d'attention. Et surtout d'être plus visible. Qu'à cela ne tienne, le haillon vitré qui surplombe une bande de phare en U et un gros bouclier qui masque des anti-brouillards assurent le spectacle. Et il n'y a rien à dire concernant le style de cette Volvo. Forte personnalité. Et objectivement, son style est un très beau mélange entre des lignes sérieuses et traditionnelles des autos scandinaves et une originalité propre aux autos latines. Un cocktail qui en résulte une ligne extrêmement équilibrée. Chapeau bas les Chris Prolls, vous m'avez mis sur le cul. A l'extérieur, on avait quand même du mal à croire que c'était une Volvo. Cela dit, à l'intérieur, le doute n'est absolument pas permis. Ah oui, dans la bonne tradition Volvo, tout a l'air massif et conçu pour durer des siècles, même les énormes boutons. Bref, la petite touche de folie réside tout de même dans l'adoption de 2 sièges confortables et au maintien appréciable à l'arrière quand même. Ok, le niveau de l'espace au genou n'est pas exceptionnel, donc il ne faut pas faire la taille de Shaquille O'Neal pour s'y asseoir, mais quand même je salue l'effort. À l'arrière on peut poser un coude de chaque côté avec une bonne musique, une canette sur le très intelligent porte-gobelet et se fumer une clope sans avoir à se briser le dos en allant chercher loin sur la console centrale l'allume-cigare. À l'avant on y est évidemment tout aussi bien installé, les sièges sont moelleux et maintiennent correctement. Malgré l'appellation turbo, aucun doute n'est possible sur les prétentions de notre break de chasse. Il s'agit bien ici d'une petite GT et non pas d'une petite GTI. D'ailleurs ça se voit directement en interprétant le dessin très massif de la planche de bord qui propose une ergonomie perfectible, certes, mais au final rien de catastrophique, tout est à portée de main et la position de conduite est plutôt bien pensée au final, assez plutôt droit sans pour autant être trop perché. D'ailleurs parlons du combiné d'instrumentation, et là franchement je suis partagé. Si le compte-tour et le gros compteur de vitesse sont hyper lisibles, le reste perso c'est du charabia. Non, je vais pas entrer dans les détails, mais bon, pour faire simple, je dirais juste que les 3 manos sur la console centrale auraient largement gagné à se retrouver sur le combiné. Car là où ils sont dans l'état, ils ne servent strictement à rien. Si ce n'est distraire les passagers. Ok, c'est marrant de voir le mano de turbale pointer le volant, puis la boîte à gants telle une girouette depuis la banquette arrière, mais bon, je pense pas que ce soit le but premier quand même. Et enfin, parlons du coffre, car l'habitacle feint de pouvoir partir en voyage à 4, donc oui c'est possible, mais sans vos valises. Blague à part, au vu du segment, la Volvo n'est pas non plus une mauvaise élève au jeu de la contenance, avec 160 litres de chargement quand même. Ça peut paraître peu, mais le volume permet tout de même d'en empiler suffisamment pour un bon week-end.
Non, pour moi, le vrai souci réside réellement sur le seuil de chargement qui est énorme. Un défaut pardonnable au début des années 80, c'est clair, mais absolument injustifiable à la fin de cette même décennie. Évidemment, le style fait payer au centuple la praticité de son sex appeal. Évidemment, le style fait payer de par son sex appeal au centuple à la praticité. Allez, on fait péter le capot, et niveau moteur, caché sous une usine à gaz, je reconnais un moulin bien familier. J'ai même commencé officiellement ma carrière d'automobiliste avec cette cafetière. Ouais, il s'agit bien du F2N. Sa sonorité ne laisse absolument aucun doute là-dessus. Cette Volvo embarque donc un moulin de flin à 8 soupapes fort de 1721 cm3 qui développe la bagatelle de 120 ânes battés à 5500 tours minute pour 178 Nm de couple à 2700 tours minute. Une fiche technique qui pour le moment promet un léger creux à bas régime quand même. Et avec un poids de 1056 kg à tracter, il va pourtant falloir de la moelle. Au niveau des chiffres, j'ai un peu peur d'une auto munie d'une boîte trop longue quand même. Un 0 à 100 abattu en 9 secondes et 203 km/h en vitesse maxi, sans doute grâce à un bon CX. C'est pas rassurant. Mais bon, les chiffres et la réalité du bitume, c'est deux choses à part. D'ailleurs, Volvo avait insisté sur le plaisir de conduite dans ses pubs. Donc, essayons! Une fois installée, la finition et la sonorisation ultra sérieuse de la Volvo ne laissent pas de place au doute. Elle n'est pas faite pour vous péter les tympans en 4 km, ça c'est clair. Le moteur à bas régime est d'une souplesse hyper appréciable et les freins mettent tout de suite en confiance. Seule la direction hyper souple, mais surtout hyper floue, déstabilise un peu. Non pas par son manque de communication, mais par son rayon de braquage, un chouïa trop grand par rapport à la concurrence, qui oblige par moments à faire des manœuvres inutiles. Non franchement, à vitesse légale, cette bagnole régale par son comportement propre et sérieux, qui met tout de suite en sécurité et en confiance le conducteur ainsi que ses passagers. Après, je reste un accro de la vitesse et je reste quand même vachement curieux. Quand je vois turbo quelque part, vous savez, moi je suis un gosse de l'ancienne époque, je suis obligé de mettre le pied dedans. Bah ouais, turbo pour moi ça veut dire sport, même si je sais pertinemment que la 480 n'en est pas une. Bref, je résiste pas à l'envie de jouer avec le turbo. Alors je pousse le F2N dans ses limites. Et le ronronnement se fait un petit peu plus présent, mais le sifflement léger du turbo masque le timbre. Le timbre en somme toute assez banal de ce moteur d'ailleurs. Et malgré le turbo, ce moulin garde sa force première, une linéarité hors du commun. Pour vous décrire les sensations, c'est simple, une bonne accélération c'est surtout une légère poussée qui se fait sentir quand même à 2200 tours minute. Mais sans pour autant être hyper violente, hein. C'est une véritable GT, ça ne vous secoue jamais réellement. On se retrouve très souvent en très gros excès de vitesse d'ailleurs sans pour autant le chercher réellement. La voiture ne procure pas spécialement de sensation de vitesse et du coup, on se sent en sécurité quoi qu'il arrive. C'est du sérieux, très franchement. De plus, la tenue de route, malgré une direction qui aurait mérité un volant plus petit et une assistance plus ferme, est absolument irréprochable. L'anti-essuie arrière rigide fait parfaitement son taf et est capable de diriger le train avant sans pour autant avoir envie de lui passer devant. Tel un officier devant son colonel, ça marche droit et la hiérarchie est très bien respectée. Les McPherson à l'avant, eux, sont bons sous tout rapport et motrices plutôt bien, malgré quelques pertes légères de traction sur les sorties un peu trop serrées. N'oubliez pas, ce n'est pas une sportive et l'inertie des porte-à-faux avant, ainsi que la géométrie semble avoir été prévue plus pour garder une bonne tenue de cap qu'une bonne attaque. La preuve avec des amortisseurs qui restent souples malgré tout. Non, pour moi, le réel tour de force reste que malgré un châssis typé confort, elle est capable de dérouiller encore quelques sportifs si elle est vraiment bien menée. Et elle digère bien le roulis de plus, un roulis extrêmement limité d'ailleurs. En général, je finis toujours mes essais sur les freins. Et souvent, il y a de quoi finir sur une mauvaise note. Et bien là, partant du principe que c'est une caisse sortie en 88 quand même,
bah j'ai rien à dire en fait, hein, mais vraiment rien. C'est 4 freins à disque et ventilés à l'avant. Bref, en gros, on a fait les cons pendant 4 heures et ils n'ont pas faibli. Ils freinent efficacement avec une progressivité qui permet de les gérer très correctement sans pour autant être corrigés sans cesse par un garde-fou. Même sur des routes de forêt totalement défoncées. Franchement, c'est top, sécurisant et pour le coup, bah c'est fun. Les petits garagistes, en résumé, la Volvo 480 Turbo réussit l'exploit de réconcilier la raison et la folie. Sa ligne magnifique et son comportement très sécurisant en font la voiture idéale pour quiconque veut rouler au quotidien sans faire comme tout le monde. À ceci près que la consommation, elle s'établit entre 8 litres au 100 km pour les pieds les plus légers, jusqu'à presque 20 litres au 100 pour les semelles de plomb, d'après certains témoignages bien sûr. Au vu du prix du samplon 98, franchement, faites un régime du pied droit. La seule chose que je viens à regretter sur cette Volvo, bah c'est un peu son manque de folie au volant. Hein. Sa ligne est tellement réussie, tellement suggestive, tellement latine quoi, putain. J'aurais vraiment aimé au moins un petit échappement quoi pour la sonorité, ou au moins un petit coup de pied au cul au déclenchement du turbo là qui sifflerait au lever de pied à chaque passage de rapport. Mais bah Volvo a dû juger que la 480 elle devait avant tout d'être une routière. Dommage, mais après tout ça ne l'empêche pas d'être une excellente routière, une excellente voiture. Et si le couple ne casse pas le dos, la ligne, elle casse au moins la nuque. Alors, merci Volvo. Et voilà les petits garagistes, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette 480 Turbo vous aura plu. En tout cas, un grand merci à l'ami Nico ici présent pour nous avoir fait le prêt de ce magnifique joujou. Et nous, on se retrouve pour de prochaines aventures le mois prochain. Allez, ciao ciao!